super truc là que tu nous livres. C'est un bon tips, ouais. Ouais, carrément. Bienvenue dans Ça déboîte, l'émission qui va au-devant des entrepreneurs pour apprendre à les connaître. Aujourd'hui, nous sommes au WIP, le Work in Pornic, pour interviewer Stéphane Piscorz. Je ne me suis pas trompé? Non, c'est ça. C'est ça. Si je suis intéressé aujourd'hui par cette interview, c'est parce que j'ai participé à une réunion que tu as fait d'information sur la sécurité informatique. Donc il y avait une partie plutôt hardware qui était faite par, rappelle-moi... Xefi Pornic. Xefi Pornic, c'est ça. Et une partie plutôt web qui était ta partie. Ça m'a interpellé à plus d'un titre. Quand j'ai vérifié un peu justement les points que tu avais mis en avant, c'était dans le rouge partout. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être que ça passe au vert et que je vérifie un peu la sécurité de tout ça. Et puis mine de rien, moi mes clients, ils me posent souvent cette question-là. Même si mon cœur de métier c'est la vidéo, la photo, si je produis des vidéos et des photos, c'est aussi pour des sites. Et je les ai accompagnés des fois sur des sites en faisant appel à des intervenants. Et j'ai envie d'en connaître plus, j'ai envie de pouvoir travailler avec des gens qui carburent et qui connaissent bien leur domaine. Voilà. Et donc, voilà, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est... on fait le point sur ce que tu sais faire, tu te présentes évidemment. Et puis après, on va imaginer que je suis ton client et tu m'expliques un peu quel intérêt j'ai à faire un site, d'une part, et pourquoi il faut qu'il soit bien fait. Ok. Si tu devais te présenter, tu ferais comment alors ? Rapidement, donc Stéphane Piscorz, je suis gérant de Perspective Marketing depuis un peu moins d'un an et avant co-gérant de Perspective Marketing depuis 7 ans. Ok. Mon associé est en partie l'été dernier parce qu'elle a souhaité aller vers de nouveaux horizons. Initialement je suis diplômé en langues étrangères. Et comme tu le disais tout à l'heure, finalement, ça t'a aidé parce que vraiment, le code, c'est une langue étrangère. J'ai vu ça comme une langue étrangère, il y a une syntaxe à respecter. Et alors, on ne va pas parler d'alphabet, on va vraiment parler de syntaxe. Et un point-virgule ou une apostrophe, c'est le genre de caractères qui peuvent faire planter un site. Alors, planter un site, ça ne veut pas dire qu'il est complètement détruit, ça veut dire que quand on essaie de l'afficher, il affiche une page blanche. Ouais, et ça peut jouer effectivement à un caractère près, quoi. Oui, une apostrophe, une virgule, une esperluette, tu sais, c'est le symbole « et ». Je vois. Il n'y a pas grand monde qui sait que ça s'appelle esperluette. Je l'ai vu hier, ça. Esperluette, etc. Ça, c'est des caractères critiques. Et du coup, placé au mauvais endroit dans le code, page blanche. Ok. Donc, tu crées des sites internet. Oui. De bout en bout. Alors, comment ça se passe ? Presque. Aujourd'hui, l'agence Perspective Marketing a 3 services, et uniquement 3. Un qui n'a plus de valeur ajoutée, et 2 autres qui en ont beaucoup. D'accord. Celui qui n'a plus de valeur ajoutée, c'est la création de sites internet. Tu dis ça parce qu'aujourd'hui, on peut facilement créer son site internet à partir de sites comme Wix, etc. Alors ça, ou créer site internet WordPress sur YouTube, et on a un tuto de 3h30. Au bout de 3h30, on a un site. Je dis pas qu'il sera bien référencé dans les moteurs de recherche, ni sécurisé. Je dis qu'on a un site. C'est ça. Et en plus, au niveau graphique, design... Oui, visuellement, peut être pas mal. Ça peut être... si tant est qu'on ait un petit peu le sens de l'esthétique. Ça, et puis il y a aussi des modèles qui existent tout faits qu'on peut importer. C'est ça, des templates. C'est ça. Donc ça peut marcher. Donc ça, c'est le premier service qui pour moi n'a plus de valeur ajoutée aujourd'hui, mais c'est pas ce qu'on me demande maintenant. Ouais. Ce qu'on me demande, c'est les 2 autres. Donc le premier étant le référencement naturel, et le troisième, la partie sécurité maintenance. Ce que beaucoup de mes clients attendent, c'est en réalité une ligne téléphonique avec du support, et quand ils posent une question, ils veulent des réponses rapides. Ouais. Oui, donc tu parles de la première n'a plus trop de valeur ajoutée parce qu'on peut facilement apprendre à le faire. Oui. Et effectivement, comme on peut facilement apprendre à le faire, tout le monde maintenant peut faire son site facilement. C'est ça. Mais ça crée une jungle incroyable, et pour ressortir du lot, ça devient un peu plus technique. C'est ça. Moi, j'ai appris à créer d'abord des sites internet en les codant. Ensuite, j'ai découvert les CMS, donc c'est les outils de construction de sites. CMS, c'est Content Management System, donc système de gestion de contenu. Donc on va trouver WordPress en tête, Joomla, Drupal, PrestaShop pour le e-commerce par exemple, et qui permettent d'automatiser beaucoup de choses.
Alors, et du coup, c'est très simple. Enfin, c'est vraiment la création de sites internet. On n'est pas sur du niveau no-code, c'est-à-dire excessivement simple. Ça, ce sera plutôt Wix, par exemple. Mais enfin, quand on suit un tuto à la lettre, normalement, le résultat est là. Globalement, enfin, pour avoir fait un peu ça, voilà, on a des blocs. Enfin, C'est ça. c'est un peu ça, quoi. On a des C'est ça. blocs avec un bloc photo, un bloc texte, C'est ça. et on peut les agencer sans trop de difficulté. C'est ça. La grosse différence en fait entre un WordPress et un Wix par exemple, c'est que WordPress s'installe sur un hébergement. Ouais. C'est là où on pose le site internet, hein. C'est la place de parking qu'on loue pendant 1 an C'est ça. pour poser le site quelque part. Et il faut installer WordPress, donc avec des fichiers et une base de données. Wix, on n'installe rien, on a juste besoin d'un identifiant, un mot de passe. C'est ça, se on a connecte. un accès au site Wix et puis on fait ça. Tout est préinstallé. Et ensuite, on fait en glisser-déposer, on fait glisser des blocs images, texte, diaporama, galerie de photos. Et un site internet, mine de rien, c'est uniquement un empilement de blocs avec différents contenus. Ok. Et si on veut rendre le truc un peu design, on anime certains des blocs pour donner un effet un peu stylé sur les pages. Et ça prend beaucoup de ressources, ces animations, ce genre de choses? Plus il y en a et plus ça tire sur les ressources de l'hébergement. Ok. Donc le référencement naturel, ça c'est le fait de bien placer un site internet dans les résultats de recherche de Google. Enfin, je parle de moteur de recherche, mais c'est Google. Je sais pas, en part de marché, il a quoi? C'est énorme. En France, Ouais, en France déjà, ouais. 94% des recherches. Ouais, c'est ça, c'est fait par Google. Donc effectivement, on peut essayer de s'énerver un peu sur Bing, mais ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Pour l'instant, en tout cas. Bing va peut-être revenir en grâce avec l'intégration de l'intelligence artificielle depuis quelques semaines maintenant. Génial travaille dessus. Ils sont un peu à la bourre. Ils ont raté le coche. Ouais, carrément. Et en plus, leur première mouture est pas génialissime. Non. Donc on verra si ça suffit ou pas pour transformer l'essai pour Bing. Mais effectivement, donc Bing et tous les autres moteurs de recherche ont 6% de part de marché en France. Ok. Ça fait peu. Donc d'où l'intérêt de se focaliser pour l'instant, en tout cas, plus sur Google quand on veut être référencé et trouver. Aux États-Unis, j'aurais un autre discours parce que Google c'est 60 et Bing 40. Ah ouais. Donc c'est pas du tout la même. Ah ouais. Ils sont très patriotes, hein. C'est ça. Et puis Bing, ça appartient à une entreprise qui date d'avant Google et qui est plutôt aimée, c'est Microsoft. Bah oui. Et donc, Windows, Bill Gates, c'est ça quoi. C'est l'histoire. On est presque sur. C'est le vieux pote, quoi, le vieux tonton qui a créé l'informatique aux États-Unis. C'est ça. Et donc, là, si on revient sur le référencement, oui. On va dire, avant que toi tu interviennes, quelles peuvent être les choses basiques qu'on peut regarder? Alors, voilà, j'ai mon site, j'ai fait moi-même. Déjà, ce que je peux regarder, c'est je tape Google, est-ce que je tombe dessus? Déjà. C'est ça. Alors, je vais lever quelques idées reçues, peut-être. Quelques idées reçues et puis expliquer ce que c'est le référencement naturel, parce que ça se résume en 3. En général, on résume ça en 3 piliers. Alors, le premier point, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, quand on tape mon nom, on me trouve. Ah bah oui. Ça, c'est pas du référencement naturel, ça c'est normal. A priori, oui. Si on tape Perspective Marketing, on va tomber sur mon site. Si on tape Peps Media, on va tomber sur ton site, si t'en as un. Évidemment. Ça, c'est normal. Le référencement naturel, c'est pas se placer sur son nom de marque, c'est se placer sur les mots-clés qui constituent l'activité. C'est ça, ce pourquoi les gens vont venir vous chercher, en fait. C'est ça. Pour moi, ce sera création de site internet, alors Pornic, parce que je suis à Pornic, référencement naturel Pornic, et éventuellement cybersécurité Pornic. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, sur le référencement naturel, ça se divise en 3 grandes familles. La première famille, c'est la technique. Donc généralement, c'est un développeur qui fait ça, on ne le fait pas soi-même. Dans les trucs techniques, on va trouver le fait que le site soit en HTTPS, le petit S qui signifie sécurisé. Voilà. Alors ça sécurise pas le site internet entièrement, ça chiffre les communications entre le site et le serveur. C'est-à-dire que si j'utilise un formulaire de contact en tant qu'internaute et que le site est en HTTPS, un pirate ne pourra pas absorber le contenu du formulaire au moment où il est envoyé. En fait, il récupérera de la donnée, mais qui sera complètement cryptée, c'est pas lisible, c'est pas exploitable. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que Google a tendance à favoriser les sites en HTTPS. Oui, mais c'est pas de la philanthropie.
Oui, bah, j'imagine qu'ils ont toujours un intérêt derrière. L'intérêt, il est... Alors, effectivement, oui, ils ont dit que c'était pour la sécurité, ce serait mieux si tout le monde y passait. C'est juste que leur robot qui navigue le web, qui s'appelle Googlebot, qui fait ça toute la journée, il va 2 fois plus vite sur les sites en HTTPS qu'en HTTP. Ce qui signifie que ça leur coûte 2 fois moins d'électricité, donc d'argent, de serveurs, pour naviguer le web. Donc, c'est pas de la philanthropie, c'est un intérêt économique. Ok. Donc ça, c'est un premier point. Ça, c'est un premier point. Un autre point, alors qui n'est pas un critère majeur de référencement naturel, mais pourtant il y a plein de gens qui disent que c'en est un, la vitesse, le temps de chargement. Ah oui, bah, on avait parlé avant de ça, et quand tu m'as dit ce truc-là sur la vitesse, j'étais très étonné que finalement c'est pas tant d'importance. C'est un critère marginal qui sert à départager 2 sites qui seraient dans la même thématique et que Google n'arrive pas forcément à placer l'un au-dessus de l'autre sur les mêmes requêtes, les mêmes mots-clés, et bah, du coup il va privilégier celui qui va plus vite. Mais un site ultra rapide mais qui est vide de contenu, bah, il sera en dessous, quoi. Bah forcément, il est vide de contenu, donc il ne peut pas se placer. Par contre, alors là on sort du référencement, mais plus d'un point de vue marketing, si le site met 2 plombes à s'afficher, la personne elle va passer, quoi. Alors l'internaute va partir. Ouais, elle va partir, quoi. La vitesse sert effectivement essentiellement à la rétention et la conversion. Exactement, à convertir le client, donc, enfin le prospect en client. Convertir, ça me fait marrer, on a l'impression qu'on parle d'une religion à chaque fois. Bah, pas loin, mais en tout cas, si les pages chargent vite, oui, le client va rester et puis il va trouver la navigation agréable. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est un point important. Un autre point que beaucoup de gens connaissent aussi, enfin j'espère en tout cas, qui date de 2015, c'est le fait que les sites soient responsives, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent aux portables, aux tablettes et aux ordinateurs, sans changer l'adresse du site et sans changer le contenu. Ouais. Il faut qu'on ait des sites qui soient complètement élastiques. Et donc ce caractère-là qu'on appelle responsive, ça c'est un critère de référencement naturel, un vrai critère, et qui existe depuis 2015 pour Google. C'est-à-dire qu'un site qui ne s'adapte pas, et ben, sur ordinateur, ça peut à peu près bien se passer, mais ce site-là ne sera pas dans ce qu'on appelle l'index mobile, c'est-à-dire que Google a 2 bases de données, l'index qu'on appelle desktop pour ordinateur et l'index mobile. Et comme aujourd'hui, il y a à peu près 50% des visites du trafic qui se fait sur mobile. Je pensais même que c'était plus. Ça tend à grimper, quoi. Oui, ça tend à grimper. L'expérience que j'ai avec les sites que je gère, c'est à peu près 50%. Ok. En moyenne. Sur tous les sites, et ne pas être dans l'index mobile, c'est vraiment perdre en visibilité. Ouais. Donc il faut c'est un petit casse-tête pour les graphistes et pour ceux qui font le front, parce qu'il faut réussir à penser tout le contenu en fonction des tailles et que ça reste agréable à utiliser. Mais... Je travaille avec certains graphistes qui me font des maquettes, donc eux ils m'envoient des planches et moi je reproduis ça sur Internet. Pour moi, le cauchemar, c'est le graphiste qui adore la forme ronde. Ça doit être relou. Ouais. Parce que sur Internet, le rond n'existe pas. C'est que des rectangles. Ouais, c'est ça, des blocs. C'est des blocs. Et quand j'ai de l'image qui débarque et il n'y a que du rond partout, c'est cauchemardesque. Oui, je vois, je comprends. Et pourtant, les humains aiment bien les ronds. Ben, je suis d'accord. Hein. Et puis là, en ce moment, qu'est-ce que je vois ? Alors, moi, j'aime bien une chaîne qui s'appelle Bastille UI, qui parle vraiment de la construction, de l'ergonomie d'un site. Oui. Et là, on voit apparaître des choses. Alors, j'imagine que ça demande beaucoup de ressources, mais c'est-à-dire que quand on fait défiler, on en parlait là du site d'Apple, quand on fait défiler le site... Avec les écouteurs qui se cassent qui forment, ou alors il y a des formes qui changent, etc. Et il y a on arrive sur des trucs plutôt en rondeur, plutôt dans le mouvement en tout cas. C'est ça. C'est vrai que c'est très satisfaisant en fait. Oui. Après, j'imagine effectivement, pour le développeur, c'est une vraie prise de tête, quoi. Il y a la prise de tête, et puis du coup, plus il y a d'animation sur une page, parce que la performance, on parle de performance d'un site, mais en fait elle se mesure page par page, plus il y a d'animation sur une page et plus elle est lourde. Ouais. Et une page, on va rester un peu dans la technique du coup, sur la partie référencement naturel, le poids total d'une page web doit faire 2 mégas maximum. Alors sur ordinateur et quand on a la fibre, on s'en fout. Mais il faut penser à ceux qui ont un téléphone portable et qui sont en 3G, pas en 4G. Et si la page fait 2 mégas ou en dessous, elle s'affichera correctement, elle chargera rapidement. Le mec qui est en 3G et qui a une page qui fait plus que ça, ça va être long. Ce qui fait, et je pense à ça, c'est un peu contre-intuitif avec le fait, aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on tend à faire de plus en plus des sites one page, une landing page en fait. C'est mort pour le référencement naturel.
Ouais, c'est ça, c'est que plus ce que j'appelle les landing pages, c'est un site où il n'y a qu'une seule page et toutes les informations, on les a en scrollant. C'est ça. Mais c'est-à-dire que sur cette page, il y a beaucoup de choses, donc très lourdes. C'est ça. Alors ça pose problème. En plus, un site one page, si c'est vraiment dans l'absolu une seule page, on n'est pas loin d'avoir un site illégal. Parce que il faut forcément des mentions légales sur un site internet depuis 2010. Donc on est déjà à 2 pages. Et en plus, il faut une politique de confidentialité depuis le RGPD 2018. Alors, un petit truc pour le référencement naturel, à la place d'avoir une page de mention légale et une page de politique de confidentialité, moi je fusionne les deux, parce que c'est du contenu que, très honnêtement, les gens ne lisent pas. Et du coup, Google va pas perdre son temps sur 2 pages avec du contenu où il sait que c'est institutionnel, que c'est obligatoire, donc on s'ennuie pas sur ça. En tout cas, voilà pour la technique. Je vais pas aller plus loin parce que sinon. Non, mais déjà, ça donne une bonne base de réflexion en fait. Donc la vitesse, le responsive, le HTTPS. On va dire qu'on a déjà une bonne base de technique à ce niveau-là. Ça, c'est la première partie du référencement naturel. La deuxième partie, elle est super importante, c'est ce qu'on appelle le contenu. Et quand je parle de contenu, je parle de contenu textuel. Donc les images, on s'en fout. Ouais, ok. Les images, c'est pour les limite, le titre de l'image peut avoir une importance, et les métadonnées associées peut-être. Alors pas le titre, ce qu'on appelle l'attribut alt ou texte alternatif dans la bibliothèque de médias. Le titre, c'est différent dans WordPress par exemple. Effectivement, c'est ce que voit le moteur de recherche quand il passe sur l'image. Mais l'image est... Alors, je dis pas que les images sont pas importantes. Parce que texte alternatif, on se dirait qu'il faut trouver des synonymes. En fait, le texte alternatif décrit l'image. Ok. Et il y a une agence de référencement naturel qui a fait un test en 2011, je crois, sur la pizza aux anchois. Ah oui. Et du coup, quand on tape pizza aux anchois dans Google et qu'on va voir dans Google Images, je vais pas spoiler là, mais il y a une très belle pizza aux anchois. Voilà, on trouve plein de pizzas et une qui sort du lot. C'est ça. Et vraiment, il n'y a pas besoin de se demander si c'est celle-là ou celle-là. Hein. C'est vraiment évident. C'est ça. Et en fait, cette agence-là a prouvé que Google n'était pas capable de savoir ce qu'il y avait dans l'image. Et donc l'image là, son texte alternatif c'est pizza aux anchois. Et du coup elle se place au milieu des pizzas. Concrètement, sans trop spoiler, c'est pas une pizza aux anchois sur la photo. Non. c'est vraiment une très belle pizza. Ouais, c'est ça. Donc, okay. donc le textuel. Donc le textuel, du texte, 500 pages, pas 500 pages, 500 mots minimum par page. Ok. Pas pour le fun, hein, c'est pour que Google comprenne de quoi parle la page. Très bien. Et on évite de faire ce qu'on appelle du cannibalisme de mots-clés. C'est-à-dire de mettre le mot-clé partout, quoi? Alors pas le mot-clé partout, c'est-à-dire qu'on a 2 pages du site qui essayent de viser le même mot-clé. Ok. Dans mon cas, si j'ai une page création de site internet, enfin sur mon site j'ai une page de création de site internet, mes autres pages ne doivent pas en parler. Ah ouais? Parce que sinon elles vont se faire concurrence. Et dans le moteur de recherche, Google va pas savoir laquelle des deux il doit proposer. Parce que Google, en fait, indexe pas forcément juste le site, il indexe page par page. Oui. Ok. Et il y a certaines pages qui ne présentent pas de contenu utile pour l'internaute, et donc Google alors il les navigue pas, il les crawl pas, c'est-à-dire que le robot passe pas dessus, il les indexe pas parce qu'elles présentent un contenu pas pertinent. Et ça inclut les articles du site, s'il y a des blogs, s'il y a un blog ou... Oui. Et donc le truc à faire, par exemple, si j'ai une page qui présente mon service de création de site internet, mais que j'ai aussi des articles qui parlent de la création de site internet, j'ai tout intérêt à ce que mes articles viennent sur cette page-là, parce que c'est le même champ lexical, plutôt que d'avoir ça dans une catégorie qui s'appellerait... En fait, je vais traiter ma catégorie comme si c'était une page. Ok, mais quand bien même il y a une page spécifique pour l'article? Non, faut vraiment... C'est vraiment tout le champ lexical de la création de site internet, chez moi, se trouve là. Mais c'est la même chose pour le référencement naturel. Sur ma page référencement naturel, mes articles qui parlent de référencement naturel sont sur la page référencement naturel. C'est pas dans la page actu ou blog ou ce qu'on veut. Ok, c'est un super truc là que tu nous livres. C'est un bon tips, ouais. Ouais, carrément. Il faut raisonner en champ lexical. Et un autre truc, du coup, puisqu'on reste sur le contenu, c'est qu'est-ce qu'on fait de la page d'accueil? Bah ouais. Ouais. Et... Parce que souvent, la page d'accueil, moi je me dis naïvement, il faut mettre un peu tout ce qu'on sait faire, quoi. Oui.
Et je suis d'accord avec ça. Ok. Pour moi, la page d'accueil, en fait, quand j'ai le choix, c'est celle que je construis en dernier. Ok. Parce que du coup, j'ai toutes mes pages de contenu qui présentent mes différents services et des articles de blog si nécessaire, pour renforcer la sémantique. Et l'accueil, eh ben, c'est une synthèse de toutes les autres. Ok. Ça, ok. Alors c'est très Enfin, moi qui ai plutôt une vision graphique, esthétique et tout. Le problème quand on démarre, alors la page d'accueil doit être différente des autres pages par son graphisme. Il faut qu'elle sorte du lot. C'est la première impression qu'on fait à l'internaute, donc il faut que ça claque quelque part. Mais comment dire, l'accueil doit être une synthèse. Et ce qui se passe, enfin en tout cas pour moi c'est le cas, quand je démarre par la page d'accueil, je commence à rédiger. Je présente les différents services, un peu l'entreprise, mais c'est pas la page à propos, hein, c'est vraiment une présentation succincte. Et à un moment donné, je dis, oui, mais j'ai déjà tout dit là. Et du coup, j'ai le syndrome de la page blanche pour mes vraies pages de services de contenu, alors que je suis quand même censé faire 500 mots. Ouais. Et la page d'accueil également, 500 mots aussi minimum en accueil. Il y a un autre critère pour la page d'accueil. On dit qu'il faut actualiser le contenu, c'est-à-dire mettre à jour du contenu. Ouais. Alors, afficher la météo ou une horloge, ça marche pas, hein, ça compte pas comme une actualisation du contenu. En général, ce que je fais, c'est que sur la page d'accueil, je mets les 3 derniers articles de blog qui sont parus. Okay. Et comme ça, le 4e passe dans sa catégorie respective, mais il y a toujours 3 nouveaux articles, et dès qu'on en sort un, la page d'accueil se renouvelle. Okay. Et Google aime bien cet effet fraîcheur-là. Mais ça, j'avais cru comprendre ce truc-là, il faut que Google et un intérêt à venir. Un intérêt à venir et se rendre compte que voilà, le site est mis à jour, ou en tout cas, il y a du neuf. Quoi. Exactement. Et ça, mine de rien, c'est un aspect à prendre en compte quand on décide de faire un site, de se dire que même une fois qu'il est terminé, c'est pas fini. C'est pas fini, et qu'il faudra quand même y allouer toujours un petit peu de temps ou de moyens pour rafraîchir, mettre des nouvelles, etc. Le plancher que je recommande au niveau production de contenu, c'est un article de blog, donc 500 mots, sur un sujet donné, hein, peu importe le sujet, peu importe l'activité, mais 500 mots et un par trimestre minimum. Ça fait 4 articles par an. Ça va, quoi. Normalement, si on a un site qui est dans notre domaine, on doit savoir un peu parler du truc. Alors, en général, c'est pas le souci de savoir en parler, le souci, c'est le temps. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore rencontré un seul chef d'entreprise qui m'a dit « Moi, j'ai du temps. » Oui, c'est sûr. Mais après, c'est toujours une histoire c'est presque un investissement. C'est-à-dire que ce temps-là, oui, j'ai pas de temps parce que mon temps coûte de l'argent. Oui. Mais potentiellement, si j'ai cette discipline de prendre ce temps-là, il peut y avoir des répercussions sur sa visibilité et sur le. Ouais. Donc le deuxième pilier, le contenu, alors pour moi, il représente plus de 50% de la note finale du référencement naturel. Okay. Un site sans contenu, il va rien se passer dessus, il n'y aura pas de mots-clés placés, il n'y aura pas grand-chose. Et en plus, l'alimenter en article de blog, ça reste du contenu. Et alors là, on est à mi-chemin entre la technique et le contenu. Il y a certaines balises, dont une dont je vais parler qui est super importante, qui s'appelle la balise title. Okay. Je crois que quand on utilise Yoast SEO dans WordPress, ça s'appelle titre SEO. Alors Yoast, c'est une extension de WordPress qu'on rajoute dans WordPress qui permet de gérer son référencement naturel. Il nous donne des indications, je l'ai utilisé un petit peu dernièrement, et il nous met des points rouges sur il faudrait des liens extérieurs, faut ci, faut ça, etc. C'est ça. Et alors du coup, je vais citer à 2 reprises Olivier Andrieux, qui est considéré comme le pape du référencement naturel en France. Bon, il vient d'arrêter le SEO maintenant, donc SEO, référencement naturel. Ouais. C'est juste de l'anglais, SEO, c'est pour l'anglais. Qui a dit que les meilleurs articles sur lesquels lui s'est placé, ils obtenaient une pastille rouge avec Yoast SEO. Ah, ok. Donc il ne faut pas forcément en tenir compte. Et une autre de ses citations, il a 2 citations que j'aime bien, c'est les moteurs de recherche sont des obsédés textuels. Pas mal. J'adore. Okay. Et dans la même veine, il faut que votre site internet ait du texte à pile. Pas mal. Je prends. J'aime beaucoup ces 2 citations. Et du coup, la balise title, c'est la balise qui est cliquable dans les résultats de recherche qui est bleu, le lien bleu. Ok. Et ce truc-là se règle aussi sur son site. Alors en page d'accueil, la balise title de la page d'accueil, c'est la plus importante de tout le site. Hein. Celle-là, elle vaut beaucoup de points. Il faut qu'elle soit carrée. Il faut qu'elle soit optimisée, donc on évite bienvenue, accueil,
bienvenue sur mon site ou bienvenue chez Perspective Marketing, par exemple, c'est là où on va placer le nom de la marque et les mots-clés de l'activité. Le problème, c'est que la balise title est limitée en caractères, en largeur, parce que faut être malin, quoi. Aujourd'hui, la balise title fait 512 pixels de large. Ok. Et comme c'est des pixels, un I, ça prend moins de place qu'un M ou qu'un W. Ah oui, c'est-à-dire que tu réfléchis même... C'est pas du caractère, hein, c'est du pixel. C'est pour ça que c'est important de gérer sa largeur. Putain, si tu vends des wagons, c'est chiant. Avec le double. Perspective marketing, j'aimerais bien changer de nom. Ouais. Putain, oui, c'est des pixels, donc en fait... oui, et ça, dans Yoast, on a quand on tape la balise, donc ce qu'ils appellent le titre SEO, on a une espèce de barre verte qui avance au fur et à mesure qu'on j'ai vu tape. Ça. Et quand on dépasse, elle passe rouge. Donc là, je comprends mieux pourquoi, parce que j'étais en train de me dire, mais tant de caractères, puis j'ai réessayé et ça collait pas quand même. Et là, c'est du pixel, c'est pas du caractère. C'est pour ça que c'est un peu moins évident à gérer. Et là, pour le coup, l'indication de Yoast est bonne. Ok. Donc celle-là, on peut la suivre, mais pas la pastille rouge sur les conseils qu'il donne sur le Ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, il donne un aperçu du visuel dans Google. Dans les résultats de recherche. Ce qui fait on comprend en fait pourquoi il faut tant de pixels, parce que sinon ton titre il dépasse et après tu vois pas tout en fait. Ensuite, il y a 3 points de suspension parce que le titre est tronqué, alors quand on a 3 points de suspension qui sont au milieu d'un mot, c'est très embêtant. Et surtout, des fois, il peut y avoir des quiproquos. Et du coup, on enlève... j'avais dû faire une capture il y a quelques années que j'avais envoyé sur ça. C'était pour une offre d'emploi et c'était emploi à temps plein, 2 points, gestion de con, et il y avait 3 points de suspension. C'était gestion de conseil, gestion de... ça. Et le mot était coupé à mi-chemin. C'est moins classe. Et du coup, j'avais fait une capture d'écran et puis j'avais posté un truc sur Facebook du style la gestion de con, c'est un boulot à temps plein, ou quelque chose comme ça. Ce qui est pas faux. Hein. Donc, en tout cas, le contenu, 500 mots par page. Alors, sur une boutique en ligne, une fiche produit, 200 mots suffisent. Ok. Parce que Google sait que c'est une fiche produit et donc on a besoin d'une image, d'un prix, un nom de produit. Une petite description, quoi. Une description, bien sûr, mais 200 mots suffisent. On n'est pas obligé de faire 500 mots sur une fiche produit. Il y a certains produits où c'est compliqué. Hein. J'ai un client qui vend de la vis inox. 500 mots sur une vis inox, c'est compliqué. Le filetage délicatement confectionné par nos artisans, blablabla. Parfait pour pour vos terrasses, bois ou ce genre de choses. Donc ça peut être compliqué. Puis comme il a plein de modèles de vis... ça peut être long de faire toutes les descriptions. Ça. Parce que j'imagine que faire du copier-coller, c'est pas terrible. Non, ça s'appelle du contenu dupliqué. Ouais. Alors c'est pas pénalisé, mais du coup Google va en prendre qu'un en compte. D'accord. En revanche, ce qui est pénalisé, c'est quand on a un texte police blanche sur fond blanc. Okay. C'est-à-dire qu'on cache son texte ah oui, pour tricher. Pour tricher, et du coup Google appelle ça il l'identifie en fait. Il appelle ça du spam, et ça passe pas. On peut prendre une pénalité à cause de ça. Est-ce que par exemple en tout petit Ouais, police 2, où on met ça de mots-clés. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de texte, et puis derrière, caché dans le fond, on a un placard blanc sur blanc. Non, ça marche plus. Parfois, on peut tomber dans ce phénomène-là de spam alors que c'est pas voulu. C'est un problème d'ergonomie. C'est quand les contrastes du fond et de l'écriture sont pas assez importants. Normalement, il faut 70% de différence entre le fond et la couleur. Okay. Et du coup, quand on a par exemple un fond blanc et un texte jaune, en fonction du jaune, c'est simple, hein. Si on plisse les yeux pour lire le texte, c'est que c'est pas assez. Non, puis là, ça va au-delà du référencement, c'est même graphiquement. Mais du coup, comme c'est très proche, et quand le moteur passe, il est capable d'identifier les couleurs, c'est ce qu'on appelle le rendering. Il fait une restitution de la page comme l'internaute la verrait. Je pense que ça passe par. En gros, il a le code couleur, il voit bien que ça. Il a le code couleur, il a le code couleur du fond, et du coup, si le contraste n'est pas suffisamment important, il pourrait classer ça en spam. Donc ça, c'est dangereux. Mais en tout cas, le contenu, super important. Et la balise title, vraiment à optimiser. À optimiser à fond. Donc là, je prends l'exemple me concernant. Oui. Je produis du contenu vidéo, oui. Photo, on va dire que je me concentre plutôt sur la vidéo. Oui. Et je crée du contenu pour mes clients. Alors sur la page d'accueil, déjà, le premier truc à faire, c'est de démarrer par son nom de marque.
Ok. On démarre pas par ces mots-clés. Le nom de marque sur les pages internes peut être à la fin, mais sur la page d'accueil, on commence par sa marque. Ok. Donc déjà, on sait que ta balise title démarrerait par Peps Media. Ok. Ensuite, on met soit un tiret, soit un pipe, c'est le trait vertical pour séparer. Ah, ok, d'accord. Et puis, on envoie l'activité. Comment on le fait là sur le clavier, le pipe? Alt-GR et 6 sur Windows. Très bien. Et puis ensuite, on envoie les mots-clés liés à l'activité. Ok. Et donc, on met soit création de vidéo, soit vidéaste. Là, il faut utiliser un outil de référencement naturel pour voir lequel de ces deux mots-clés est le plus recherché par les internautes. Bah, je crois que dans Yoast, il propose quelque chose comme ça quand on... Je ne sais pas si Yoast te propose la densité de, Ah, enfin, peut-être la densité de recherche mensuelle. Ok. Mais sinon, pour ça, il y a l'outil de planification de mots-clés, SEMrush, Yoda Insight. Enfin, il y a plein Ok. d'outils où on peut trouver le volume. L'idée, c'est de prendre le plus gros volume possible parce que sinon, on est placé sur des mots-clés que personne recherche. Est-ce que... Alors j'avais vu passer ça. Est-ce qu'il peut pas y avoir un intérêt quand par exemple vraiment il y a des monstres qui en gros bouffent tous les mots-clés très très fort, Oui. de peut-être tenter des mots-clés un peu moindres, Alors, plus long. peut-être un peu plus Des- long, un des peu moindre, requêtes qui plus permet de plus facilement remonter sur Oui. des trucs qui sont... C'est ce qu'on appelle la différence entre les requêtes longue traîne et courte traîne. Courte traîne, c'est un seul mot, par exemple. Vidéo. Vidéo ou immobilier. Ouais. Alors là, Alors celui-là il doit coûter cher celui-là. c'est ça. Voilà. Donc là, c'est pas la peine d'essayer de se placer dessus. Ouais. En revanche, une requête longue traîne, ce serait composé de plusieurs mots-clés. Par exemple, dans ton cas, ce serait création de vidéos porniques, Ouais. ou la bernerie, ou ce qu'on veut, enfin avec une localité. Dans l'immobilier, on pourrait prendre vente maison, la bernerie, vente maison pornique. Donc c'est 3 mots-clés. Donc 3 requêtes, et du coup on a plus de chances parce que il y a moins de gens, enfin plus Oui. les requêtes sont longues et moins il y a de gens dessus. Ok. Et en général, quand on crée un site, on vise avec un environnement concurrentiel, on vise d'abord les longues traînes, et ensuite on ira essayer d'aller chercher les courtes traînes, parce que c'est Ok. trop concurrentiel au départ. Ok. Je vois. Ça fait partie aussi du référencement naturel, c'est l'étude de mots-clés qu'on fait au préalable. C'est-à-dire, on fait l'étude de mots-clés en général sur Excel, et on n'a même pas encore touché au site, et ça nous donne ce qu'il faut viser comme bon mot-clé. Et pour faire une bonne étude de mots-clés, il y a 2 valeurs à prendre. Le nombre de recherches par mois par les internautes, Ok. pour confirmer qu'il y a un intérêt sur le mot-clé. Évidemment. Et puis la concurrence, c'est-à-dire le nombre de résultats de recherche dans Google. Et donc l'idée dans le tableau, c'est de donner une note. Moi je fais ça sur 20. Le nombre de recherches mensuelles, alors déjà je regarde que ce qui est au-dessus de 1000 recherches par mois, minimum. Ok. Tout ce qui est en dessous de 1000, je prends pas, sauf si le secteur d'activité est tellement Particulier, particulier niche. de niche qu'il n'y a pas autant de requêtes. Ok. Mais souvent je prends ce qui est au-dessus de 1000 et j'attribue une note de 20. Enfin, quand c'est au-dessus de 1000, ça prend une note de 20. Et puis ensuite, je regarde la concurrence. Si j'ai plus de 1 million de résultats de recherche devant moi, c'est toute ma concurrence sur le web, du coup, ça va prendre une mauvaise note. Donc, et puis, en fonction, j'ai certaines échelles où la note augmente. Et c'est l'addition des 2 notes qui donne le bon mot-clé à cibler. En fait, c'est un peu comme quand on crée ou quand on vend un produit, il faut regarder la demande. Oui. S'il y a une forte demande, c'est bon signe. Mais il faut regarder combien il y a si de gens on qui en a vendent. 2000 concurrents, C'est ça. ça va être compliqué de vendre quand même, quoi. C'est ça. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Récemment, j'ai vu ça, il y a tous les magasins de CBD qui ont commencé à fleurir partout. Ah, il y en a beaucoup. Dans un quartier, tu en as déjà 5, on ne sait pas si le 6e, il va réellement avoir... C'est toujours l'équilibre à trouver parce que des fois, effectivement, il y en a beaucoup, mais s'il y a une énorme demande, Oui, c'est ça. ok, il faut trouver ce bon équilibre, quoi. Après, il y a des secteurs d'activité où ils ont moins le souci, je trouve. Les coiffeurs, en général, ça marche assez bien. Ouais, Et les pizzas, si elles sont bonnes, souvent, ça marche assez bien aussi. c'est ça. Donc voilà. Donc je reviens sur mon histoire de référencement, technique, contenu. Il en reste un, le 3e, le plus dur. Ouais, Parce que sur les 2 premiers, on a le contrôle. Ça se passe Ok. sur notre site. Ouais. Donc on peut régler. La technique, on peut la régler. Le contenu, on peut l'écrire. Ouais. Le 3e, ça se passe pas sur notre site. Ça se passe ailleurs. C'est ce qu'on appelle... alors, le terme français, et je rigole pas, je déconne pas, c'est le netlinking. Ah, c'est français. Ça, c'est français. Netlinking. Parce Ok. que si on dit ça en anglais ou en américain, ils vont pas comprendre ce que ça veut dire. C'est plus backlink ou... Alors, non backlink, c'est lien entrant. Ok. Et le fait d'aller chercher du lien entrant, en anglais, ça se dirait link building. Donc Link la construction de liens. Ok. Et en En fait, gros, c'est le fait d'avoir des liens sur ton site vers d'autres. Non, c'est l'inverse. Ah, c'est d'avoir C'est ton lien vers... C'est le fait d'avoir des liens sur d'autres sites
vers le tien. Ok. Et idéalement dans la même thématique. C'est-à-dire qu'il faudrait que quelqu'un qui crée des vidéos fasse un lien vers Peps Media. C'est la même thématique. Bah, que ça soit, oui, j'imagine, même thématique, et plus il est bien référencé, mieux c'est. Exactement. On appelle aussi ça, en général, quand on parle des 3 piliers, on dit technique, contenu et popularité. Popularité pour netlinking. On parle de popularité parce que ça marche en négatif comme en positif. Ah bah oui, j'imagine que si, je sais pas, ouais, un site je sais pas, qui descend la vidéo ou qui C'est pas à ce niveau-là. c'est même pas ça? Non, c'est... Je te donne un exemple chez les humains et après je te le donne sur le web. Ok, très bien. Si je te dis, tu devrais aller manger dans ce restaurant-là, le service est bien, c'est pas cher, c'est super bon, franchement, vas-y. Ok. On est sur de la popularité, Positive. c'est une recommandation Ouais. positive, il y a des chances que tu y ailles. Si je te dis exactement l'inverse, C'est de la merde, fais C'est ça. attention, etc. n'y va pas, le serveur il a les ongles dégueulasses et en plus il te jette les assiettes. Enfin, quand vois. il arrive, il n'y va pas, puis en plus ça coûte 60 balles par personne minimum et vu ce que tu montres ça vaut pas le coup. Enfin, il y a des chances que tu n'y ailles pas. Et bien sur le web c'est pareil. Les liens il faut essayer de les obtenir sur des sites qui sont mieux placés que le nôtre C'est ça, ok. pour qu'ils te tirent vers le haut. C'est ça, tu profites Ok. de la vague, quoi. Exactement. Et donc Google va se dire, si ce site-là qui est sérieux fait un lien vers Peps Media, bah, c'est que Peps Media est sûrement sérieux. Ok. L'inverse, si ce site-là qui est complètement pourri fait un lien vers Peps Media, peut-être que Peps Media il est pas si bien que ça. Ouais, finalement. j'avais eu ce cas-là où, je suis dans l'émission Underscore, où en gros, volontairement, quelqu'un avait voulu détruire le référencement d'un autre site et Oui. il avait mis son lien sur des sites pornographiques, Ouais, sur des trucs comme ça, quoi. Et là, ça avait... c'est ce qu'on appelle du négative SEO. Et du coup, alors, la mise en place d'une stratégie de négative SEO va porter moins de fruits que si on essayait d'améliorer le référencement de son site. Plutôt que d'essayer de faire couler un site, le mieux c'est d'essayer de faire remonter le sien. Ce qui est une belle philosophie, je trouve. Mais le levier est plus puissant. Ouais. C'est super dur de descendre un site. Ok. Si je devais le faire, je le ferais différemment. Ouais. D'ailleurs, je vais faire un lien avec Avec ça la sur la sécurité, partie cybersécurité, exactement. Et donc, par rapport à ça, donc tu me dis qu'il n'y a pas forcément, on n'a pas trop de poids là-dessus. Alors, le netlinking, la partie de construction de liens, c'est un gros levier du référencement c'est un naturel. un gros levier, pardon. Oui. Donc tu me dis, on le maîtrise moins que les 2 premiers points. On le maîtrise moins parce qu'on n'a pas le contrôle sur les sites distants. Ouais. Mais on peut mais c'est super encourager ça ou faire des partenariats peut-être. Oui. Ouais, Alors c'est ça. le partenariat, soit acheter du lien. Alors Google, c'est pas interdit par la loi française ni dans d'autres pays, je pense. En revanche, Google l'interdit. C'est-à-dire que si on se fait choper à acheter du lien Là, on chez perd le quelqu'un, référencement, quoi. il peut appliquer une pénalité. Mhm. Le truc, c'est qu'il faut pas le faire en mode bourrin. Faut être fin. C'est ça. Pour être fin, il faut pas faire un truc, notamment, ça c'est aussi un tips que je donne qui est facile à mettre en place. Quand on achète un lien, il faut être conscient de ce qu'on appelle l'encre de lien. Ok. L'encre de lien, c'est le texte sur lequel on clique et qui nous emmène vers ton site. Donc si l'encre de lien, c'est Peps Media, c'est le nom de ta marque, on clique, on arrive sur la page d'accueil de Peps Media, l'encre du lien et la promesse est tenue. Ok. On clique sur la marque, on arrive sur le site de la marque, il n'y a pas de problème. On pourra voir l'encre du lien où c'est l'URL complète. https, www ou pas, pepsmedia.fr.com, je ne sais pas comment c'est chez toi. Ouais. Et on arrive sur ton site, il n'y a pas de problème, la promesse est tenue. Ce qu'on va appeler une encre suroptimisée ou optimisée. C'est une encre putaclic. Non, c'est avec que du mot-clé. Ah, ok. mais où les mots-clés sont même pas, c'est même pas une expression française. Ok, d'accord. C'est-à-dire le texte cliquable, ce sera création vidéo pornique. Tu vois, il n'y a même plus les prépositions. Donc là, on est sur suroptimisé parce qu'on est sur une requête exacte qu'un internaute pourrait taper. Alors que la vraie expression en français, ce serait création de vidéo à pornique. On remet les prépositions. D'accord. Là, on est sur de l'optimisé parce que l'encre contient les mots-clés. Et donc, je pense à ça pour un client donc, qui vend des séjours en colonie de vacances. Par exemple, est-ce que c'est possible de rédiger un article? Oui. Là, par exemple, quand les enfants viennent en vacances là-bas, ils vont visiter un parc animalier. Oui. Ce site est bien référencé, et donc de proposer d'écrire un article qui parle de cette collaboration, et on met en avant aussi le parc animalier,
et de leur proposer de mettre en lien l'article. Alors, en fait, il faut juste définir une chose au niveau de la stratégie. Pour moi, je fais pas de netlinking sur les sites qui sont trop petits en contenu, c'est-à-dire moins de 30 pages. Ok. Parce que je me dis qu'aucun site sérieux ferait des liens vers une coquille vide. Un site qui fait 5 pages, t'as pas un site sérieux qui va faire un lien vers toi parce que t'es trop petit. Il faut attendre que tu grossisses un petit peu et que tu sois toi-même un petit peu sérieux pour récupérer du lien sérieux. Ok. Et du coup, si le site de colonie de vacances est trop petit en contenu, il vaut mieux publier l'article sur le site de la colonie parce que du coup, lui, ça va le faire gonfler. Mais ça change rien, tu peux faire quand même la promo du parc animalier, ça fait du contenu. Et le lien vers le site du parc animalier, alors va l'aider lui, mais c'est raccord parce que ça donne un surplus d'informations à l'internaute. S'il a besoin d'en savoir plus sur ce parc, il va cliquer directement sur le lien. Okay. Et Google aime bien ça, cet aspect où on enrichit l'information pour l'internaute. Ok. On est toujours censé écrire pour l'internaute et pas pour le moteur de recherche, hein, je le rappelle quand même. En revanche, si ton site de colonie de vacances est déjà suffisamment gros en contenu, ce qui pourrait être fait, plutôt que d'acheter un lien sur le site du parc, tu écris un article, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à faire un lien sortant chez eux vers chez toi, puisqu'ils perdent du trafic et des visites. Du coup, ils vont le monnayer. Soit c'est de l'argent, ou alors ils peuvent décider de l'avoir en contenu. Donc ils vont te demander 500 mots pour eux, et dans les 500 mots que tu vas leur donner, tu vas mettre un lien vers le site du site de colonie de vacances. Alors, ok, ça fait un lien sortant chez eux, mais eux, ils y gagnent 500 mots de contenu. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils sont quand même rémunérés. Ouais, tout le monde est gagnant, quoi. C'est ça. Et c'est comme ça que ça se passe en général. Donc les deux, en fonction de la taille du site initial, il faut voir si l'article, il vaut mieux le donner à un autre et on fait un lien, ou s'il faut le poser sur le site qu'on gère. On va dire dans la chronologie des choses. On gère d'abord le contenu du site, on fait en sorte qu'il soit cohérent et assez conséquent. Assez dense, voilà. Et ça par exemple, imaginons, moi je travaille pour ce client depuis un moment, et on a déjà pas mal de contenu, c'est-à-dire que j'ai fait des vidéos, etc. Et finalement, associé à ces vidéos, il y a des scripts, il y a des choses comme ça, et donc on peut faire assez facilement des articles. Oui. Est-ce que j'ai intérêt à mettre tous les articles maintenant, ou vaudrait mieux les diffuser progressivement? Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Si j'ai bien compris par rapport au fait qu'il faut qu'il y ait du renouveau fréquent. Il y a ça, et puis, tout à l'heure, j'ai parlé de référencement naturel de SEO. SEO en anglais, c'est Search Engine Optimization, donc c'est optimisation pour les moteurs de recherche. Ça n'a rien de naturel. Ouais. Oui. Et référencement naturel, en fait, il faut essayer de paraître naturel. C'est-à-dire, dans le cas de la publication d'articles, ça n'a pas de sens qu'en une nuit, ton site passe de 1 page à 50. Il vaut mieux l'étaler dans le temps, et c'est ça qui paraît naturel. C'est-à-dire qu'un humain en capacité de publication, en une nuit, il ne rédige pas 50 pages. Et c'est ça qui doit donner le côté naturel au... Alors là, il y a plusieurs types de référenceurs. Moi, j'essaie de faire dans le propre. Il y en a, c'est ce qu'on appelle le white hat, chapeau blanc. Il y en a qui font du black hat, donc chapeau noir, et là c'est du crade. Donc là, ils te sortent des sites où tu as plein de pages d'un coup, tout automatisé. Après, j'imagine qu'on peut faire un entre-deux avec, si je travaille dessus, je peux produire une dizaine d'articles et les programmer pour qu'ils soient diffusés tous les mois. Ou, un par mois, si tu en as vraiment beaucoup, même un tous les 15 jours, ça marche. Mais il faut l'espacer dans le temps. C'est la même chose pour les liens, le netlinking. Quand tu vas chercher des liens vers ton site, en une nuit, tu te ramasses pas une centaine de liens vers ton site. C'est pas possible. Il faut imaginer que c'est la même démarche que quand tu inscris ton site dans un annuaire. Tu vas indiquer nom, prénom, adresse mail, l'adresse de ton site, une petite description, et ça, t'en fais pas une centaine dans la journée. Ça va évoluer peut-être avec ChatGPT, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, la création de liens, c'est pareil, ça doit rester naturel, donc c'est quelque chose à faire lisser dans le temps. Ce qui veut dire aussi, patience et mère de sûreté, c'est-à-dire qu'il faut un peu de temps pour que le référencement se fasse bien. Oui. Mes prestations de référencement naturel, elles s'étalent sur 6 à 12 mois. Ouais, j'imagine, c'est ça. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé la dernière fois de Nantes et qui m'a dit j'ai besoin de référencement naturel urgent.
Ça existe Bah, dans pas. ces cas-là, Du coup, il faut faut- basculer sur du Google Ads, c'est ça, c'est-à-dire faut payer quoi. ce qu'on appelle référencement payant, mais j'aime pas l'expression, pour moi c'est de la publicité. Oui, En fait, le référencement naturel, c'est technique, contenu, popularité, donc il y a quand même une partie de technique, il faut réfléchir. Ce qu'on appelle référencement payant, la technique, c'est un bout de plastique avec 16 chiffres dessus, et puis une fois qu'on a passé la carte bleue, on est à peu près serein. c'est ça. Ah, bien qu'en mettant. Enfin, Mais peut-être que je ferai une émission il là-dessus. faut quand même les bons mots-clés. Ouais, c'est ça. Pour mettre un peu creuser la soupière sur ce truc-là, Facebook Ads, Google Ads, il y a quand même. Là, pour le coup, il y a un mélange de techniques pour bien régler la campagne de pub. Oui. Ça, c'est une chose. Oui, ça, d'accord. Et là, pour le coup, on arrive plutôt sur le marketing où si on n'a pas la bonne image, C'est exactement si on ça. n'a pas la bonne vidéo, si Mais on n'a du pas les coup, bons. On change de domaine, on n'est change plus de dans le domaine. référencement, on est dans le web marketing. Ouais, web Effectivement. marketing, exactement. Donc voilà. Mais en tout cas, pour le référencement naturel, c'est ces 3 blocs. Ok. Et donc, Et c'est un vaste sujet. c'est un vaste sujet. Mais même une fois qu'on a tout ça, Ouais. il peut nous arriver des petits imprévus ou des petits problèmes, justement, Des attaques, des attaques. par exemple. Le site peut tomber, ou alors on peut avoir même des soucis vis-à-vis de la loi parce que, voilà, en tant que site, des fois, on va récupérer des données particulières quand il y a, là, je pense à des réservations en ligne, quand on a des achats. Oui. Donc, on a des données privées, on a des données financières, etc. Oui. Vaut mieux que ça soit à peu près cadré et que ça soit pas une passoire, le site. C'est ça. Alors, déjà, on a parlé pour le référencement naturel du HTTPS, pour le sécuriser. Je crois que maintenant, c'est obligatoire pour les modules de paiement en ligne. Il faut absolument que le site soit en HTTPS, sinon le paiement passera Ça marche pas, quoi. parce que ça veut dire que là, on peut récupérer l'empreinte carte bleue, en clair. Donc je crois que c'est plus autorisé où il faut cocher une case. Êtes-vous sûr que vous voulez quand même activer le... Êtes-vous sûr? Parce que vraiment, là... Et puis il doit y avoir des points d'exclamation partout. Enfin, c'est jaune ou rouge, enfin, en fonction des sites. Mais en tout cas, la plateforme Stripe, par exemple, on peut dire qu'il faut absolument que la connexion HTTPS soit active au moment du paiement, sinon le paiement passera pas. Ok. Donc la sécurité, même si là on était sur un aspect technique du référencement, ça fait aussi un lien avec la sécurité, et ça fait aussi un lien avec le RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui sévit en Europe. En France, c'est la CNIL qui en est l'autorité. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, on a ce petit pop-up quand on arrive sur un site Accepter ou pas qui pète les noyaux à tout le monde, on est d'accord, hein. Oui. Je ne sais pas si on pourrait imaginer un autre système, mais vraiment à chaque fois. Et moi, si, il y en a. Alors on va en parler, mais je me dis, je sais que c'est bien de regarder et que la plupart du temps, moi, je refuse, ou en tout cas, je ne prends que le minimum de cookies. Oui. Alors cookies, c'est pas de la nourriture, hein, c'est des petits mouchards qui se mettent dans le site, enfin, dans le navigateur. C'est ça, dans l'ordinateur. Dans l'ordinateur, carrément. Mais quand ça fait 15 fois dans la journée... Oui. Je suis d'accord. Et il y en a certains qui sont bien faits, et il y en a d'autres, clairement, c'est fait pour nous énerver, quoi. Alors, pour moi, il y a ceux qui sont purement cosmétiques, c'est-à-dire qu'il y a le bandeau accepter ou refuser, qu'on clique sur l'un ou l'autre des 2 boutons, de toute façon, c'est déposé quand même. D'accord, ok. Ça, pour moi, c'est cosmétique. Ok. Mais ils ont le bandeau juste pour dire qu'ils essayent de respecter un peu le règlement. Je trouve qu'il y a les preneurs d'otages, on trouve beaucoup ça dans la presse. Quand on refuse, abonnez-vous pour pouvoir lire l'article. Après, la presse, c'est un autre problème, parce que je pense qu'il faut qu'ils trouvent de l'argent quelque part quand Bien même. sûr. Mais oui, effectivement, c'est soit tu acceptes, soit tu peux pas lire l'article. La CNIL n'a rien dit sur ça pour l'instant, mais je pense que c'est quand même Ils vont, je pense, borderline. se pencher dessus à un moment ou à un autre. Je trouve, c'est vraiment critique, c'est limite. Parce que normalement, on est censé pouvoir refuser les cookies et pouvoir naviguer librement sur le site sans avoir à s'abonner de quelque manière, ou qu'il y ait du contenu qui disparaisse parce qu'on n'a pas accepté tel ou tel truc. En revanche, il existe, en théorie, en fonction du site qu'on a, donc les cookies sont déposés essentiellement par tout ce qui est suivi d'audience, c'est-à-dire les statistiques, les outils comme Google Analytics par exemple, qui est le plus utilisé dans le monde, qui permet de suivre ce que font les visiteurs sur le site, comment ils sont arrivés, sur quelle page ils se sont barrés, jusqu'où ils ont été, enfin ça donne plein d'indications importantes qui permettent d'améliorer le site. Il existe des solutions, une en particulier à laquelle je pense qui s'appelle Matomo,
qui est recommandé par la CNIL, et la CNIL fournit même enfin en tout cas Matomo fournit un mode d'emploi qui a été validé par la CNIL pour configurer Matomo et que ce soit sans obligation de consentement. C'est-à-dire que si on n'avait que Matomo qui déposait des cookies sur le site, il n'y aurait pas besoin du bandeau. Ok. Et du coup la navigation serait super tranquille, on arrive sur le site et on se balade comme on veut, on est suivi, mais c'est conforme. Le problème, c'est que sur un site internet, par exemple, on aime bien avoir une vidéo YouTube. Ouais. Et quand on met une vidéo YouTube sur un site, et ben YouTube dépose ses cookies sur le site. Et du coup, on doit remettre le bandeau, parce que si on refuse, la vidéo YouTube n'est pas censée être lisible. Et si on accepte, là, on va pouvoir lire la vidéo. Et pour avoir une vidéo en fait sur le site sans passer par YouTube ou Vimeo ou des plateformes comme ça veut dire qu'il faut des sacrés serveurs parce qu'il faut déposer la vidéo. Alors, il faut déposer la vidéo sur son propre serveur, il faut l'auto-héberger, et en plus de ça, il faut la convertir en, de mémoire, 3 formats pour que ce soit compatible avec tous les navigateurs. Ok. Salut Safari. Donc du MP4, un format qui s'appelle WebM et un format qui s'appelle OGV. WebM, c'est celui qui est peut-être le plus optimisé pour... WebM, je ne sais plus à qui il appartient, mais c'est le format le plus léger. Oui. Okay, mais il faut... Et du coup, quand on dit qu'on envoie une vidéo auto-hébergée, en fait, on en envoie 3. Et en fonction du navigateur qui sera utilisé, la vidéo sera lue, mais dans un format différent. Soit du WebM, soit du MP4, soit du OGV. Ok. C'est très chiant. Ouais, donc YouTube, c'est la solution de facilité, mais du coup, dès qu'on a une vidéo YouTube, bandeau à cookies et consentement obligatoire. Ok. Donc voilà sur ça. Mais voilà ça n'a pas d'impact sur la sécurité. En revanche, la sécurité, elle a un lien direct avec le RGPD. Un site qui se fait pirater et où on a piqué les données, ouais. Et ben, on est censé, dans les 72 heures, s'auto-déclarer à la CNIL. Et en fonction des données qu'on aura perdues, qu'on aura laissé fuiter, y a l'amende qui arrive. Avec un maximum. Chose qui, intuitivement comme ça, on se dit pas que les gens vont directement aller se livrer pour... Je connais personne qui aime se jeter sur sa propre épée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tiens... Est-ce qu'il n'y a pas un peu, on va dire, une forme de, pas de tolérance, mais est-ce qu'ils sont pas un peu plus souples pour quelqu'un qui viendrait quand même... Je pense que la souplesse interviendrait dans le cas où il faudrait que l'entreprise prouve qu'ils sont en cours de mise en conformité, et que le truc a débarqué au moment où ils s'y attendaient pas, et c'était pas fait, mais c'était en cours d'eux, et bam, c'est parti quand même, et là, il faut essayer de dire, enfin, on le fera plus, madame. C'est promis. Pardon. C'est ça. Le RGPD va gérer à la fois donc la partie cookies du site, le traitement des données personnelles, mais aussi la sécurité. Parce que, en fait, la sécurité, c'est la porte d'entrée pour récupérer la donnée personnelle. Il est là, le lien. Et donc, dans l'idée, moi, je vais parler de WordPress parce que c'est l'outil que j'utilise le plus, mais il n'y a pas que moi. Donc c'est le plus utilisé dans le monde. 43,1% des sites dans le monde, c'est WordPress. Quasiment un site sur 2. Et forcément, c'est les sites qui se font le plus défoncer, littéralement, dans le monde par les pirates, parce que c'est là où il y a le plus de parts de marché. Ça reste un problème d'argent, c'est purement économique. Une adresse mail sur le web, ça se revend 5 € pièce quand on n'a que l'adresse mail, à des organismes publicitaires. Donc le schéma, c'est on pirate un site, on va chercher juste les adresses mail. On ne veut pas pirater les adresses mail, on veut juste les adresses. Et une fois qu'on a récupéré les adresses et qu'on a un bon fichier, on contacte un organisme publicitaire qui peut les racheter. Et il n'est pas tenu de vérifier la source. Ok. Donc évidemment, le hack est illégal, mais la revente, non. Et si on a 1 millier d'adresses mail, ça fait 5 000 €. Et pour moi, il faut viser un petit peu plus, c'est-à-dire une boutique en ligne, même si elle n'est pas très très grosse, ça se trouve assez facilement. On peut facilement avoir 3000 adresses mail, et sur une boutique en ligne, on a l'adresse mail, le nom, le prénom, l'adresse postale de la personne qui veut se faire livrer son produit, et on a un numéro de téléphone portable. Donc là, on est sur de la donnée enrichie. Là, ça se revend 8 € pièce. Du coup, ça commence à être super intéressant. Et donc, comment on fait pour que le site soit, on va dire... j'ai cru comprendre que rien n'est imparable. Non, mais l'idée, c'est que ce soit assez embêtant pour qu'il passe à autre chose ou à quelqu'un d'autre. un hacker va vouloir la rapidité.
Et du coup, il va pas passer 10 ans sur un site internet s'il est trop sécurisé. Ça va le gonfler, il va perdre du temps parce que ses robots vont être occupés à gérer ce site-là, alors qu'il pourrait faire 10 autres sites qui sont complètement vulnérables. Enfin, c'est dans une présentation que je fais où on a 2 photos, on a un Schwarzenegger d'un côté et puis une petite vieille sous assistance respiratoire de l'autre côté. C'est beaucoup plus simple de s'attaquer à l'ancienne. Bah oui, on a plus de chance, forcément. Alors, sur WordPress, déjà, il faut savoir que la porte d'entrée de tous les WordPress, c'est la même par défaut. Ouais. Donc le premier truc à faire, c'est de modifier la porte d'entrée. C'est ça, c'est le nom du site wp-login.php. Et ben il faut changer ce truc-là. Là, l'extension que j'utilise moi, qui fonctionne très très bien et qui ne fait que ça, c'est pas une usine à gaz, elle change juste l'URL. Ça s'appelle WPS hide login, donc cacher le login. Et on choisit ce qu'on veut comme adresse, donc on peut avoir pornic, entrée, spaghetti, enfin tout ce qu'on veut. Barre-toi le hacker. C'est ça. Mais tout ce qu'on veut, sauf l'adresse par défaut. Ok. Alors, l'identifiant, pour rentrer sur WordPress, on a besoin de 3 choses. La porte d'entrée, ça on vient de la modifier. Donc là on est bon. L'identifiant, là on met ce qu'on veut. Parce que l'identifiant, ça sert à rien de le rendre compliqué. En revanche, le troisième truc, il faut le rendre compliqué. Le mot de passe, technique. C'est ça. Un mot de passe à 8 caractères, peu importe que ce soit de la majuscule, de la minuscule, du caractère spécial, 8 caractères, c'est 43 minutes pour le craquer. Ok. Donc dans l'idée, c'est de pousser à plus de 10 caractères pour être tranquille. Un mot de passe fort, plus de 10 caractères, je crois que par défaut, WordPress en impose 12, mais ils ont quand même une petite case à cocher qui peut confirmer l'utilisation d'un mot de passe faible. On ne devrait pas avoir cette case normalement, mais elle existe. Il faudrait que ça soit obligatoire d'être au-dessus de 12. Quoi. Et du coup, plus de 12, je crois que c'est plus d'1 an pour essayer de trouver le mot de passe, donc là c'est mort. Le hacker va jamais patienter. C'est ça. Donc la porte d'entrée, un mot de passe fort. J'aurais tendance à recommander un pare-feu sur le site. Là c'est un peu plus technique. J'aime bien celui qui s'appelle WordFence, mais il faut savoir le paramétrer. Et ça c'est la difficulté. C'est là où tu interviens généralement, quoi. Ouais, mais avant de savoir le maîtriser, il m'est arrivé une drôle d'aventure il y a quelques années. Je l'ai tellement rendu sévère que je me suis trompé moi-même sur mon mot de passe quand j'ai voulu me connecter sur le site de Perspective Marketing. Et l'adresse IP de ma box s'est fait bannir pendant 2 mois. Et du coup, de la maison, je pouvais plus me connecter au site. Ok. Effectivement, faut trouver le bon équilibre. Il y a un juste milieu à trouver. Ou en tout cas, de ne pas oublier son mot de passe aussi. Alors ça, ou de se laisser une petite porte d'entrée spéciale développeur pour pouvoir rentrer même si on s'est fait jeter. Ok, d'accord. Là, on rentre dans des trucs un peu techniques. Là, c'est très technique. Mais ça, tu l'apprends une fois que tu t'es fait jeter. Une fois que tu t'es fait avoir. C'est le principe de l'apprentissage. Il faut faire une erreur pour intégrer la donnée. Ok, donc ça, le mot de passe important, au moins 12 caractères. Et on avait évoqué lors de la réunion d'ailleurs même de phrase de passe. Oui. C'est-à-dire que de faire carrément une phrase, ce qui, je trouve même au niveau mémoire, est plus simple à retenir parce que la phrase peut avoir du sens pour nous. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut vérifier ? Alors, il existe un site qui s'appelle securityheaders.com. Je mettrai les liens. Voilà, vous pourrez voir. Alors, il y a une petite case à cocher où c'est hide results, donc cacher les résultats. Oui. C'est-à-dire que notre site apparaît pas dans les résultats parce que le site Security Headers fait apparaître en public ceux qui ont une bonne note, mais aussi ceux qui ont une mauvaise note. Ce qui peut être d'ailleurs, on devient la cible très facile. Ah bah c'est du pain béni pour n'importe quel hacker parce qu'il peut récupérer une liste de sites dont on sait qu'ils sont vulnérables. Le site donne une note qui va de A à F, il n'y a pas plus loin que F, mais en général ça se voit bien, F c'est rouge, A c'est plutôt vert, et entre les deux on a toutes les variations jaune-orange qui fonctionnent bien. Ce truc-là indique si le site a ce qu'on appelle des en-têtes de sécurité. En gros, ça indique si la porte d'entrée elle a un système d'alarme ou pas. Et du coup, s'il n'y a pas de système d'alarme, ça veut dire que le hacker, on lui donne quelque chose qui est génialissime, c'est du temps. Ah oui, c'est-à-dire qu'il peut travailler autant de temps qu'il veut sur le site. Il va pouvoir, si on est devant la porte d'entrée, il va pouvoir tester toutes les clés tranquillement. Quand on fait une attaque, ça teste à peu près 6-7 000 clés à la seconde, donc mot de passe à la seconde. Donc, faut imaginer le serrurier. Non, c'est pas celle-là. Bon, c'est pas celle-là non plus. Il n'y a jamais personne qui va l'embêter, quoi. C'est ça. Et à un moment donné, crac.
Ah bah c'est celle-là. Et là où c'est super dur à prouver un hack, c'est que il se connecte pas avec un utilisateur qu'il aurait nouvellement créé pour lui. Il se connecte avec un identifiant admin qui existe, c'est-à-dire le gérant du site, le patron du site par exemple. C'est plutôt embêtant. Parce que quand on va regarder les log serveurs, ok, l'adresse IP de connexion risque d'être différente. Si le site est à Toulouse et que le mec s'est connecté de Pornic par exemple, dans les logs serveurs, on verra que l'administrateur du site s'est connecté depuis Pornic. Mais on ne peut pas savoir que c'est un hack. Ça reste l'administrateur du site. Donc c'est difficile à prouver. Ok. Donc ce site-là permet de voir s'il y a des alarmes. C'est ça. C'est ça. Et d'où le pare-feu aussi, parce que le pare-feu va bloquer, va dissuader les attaques. Et quand on teste 3 fois son mot de passe erroné ou son identifiant erroné, l'adresse IP de la box se fait jeter, ce qui oblige le pirate à changer son adresse IP et relancer une attaque. Avec un VPN par exemple. Avec un VPN. Mais c'est plus de démarches quoi. C'est plus de démarches et du coup, chiant. Donc moins rentable. Moins rentable, donc il va passer à autre chose. C'est dissuasif. Et là où je vais faire le lien avec le référencement naturel, on parlait de négative SEO, c'est-à-dire faire tomber un site. Le cas dont j'ai parlé là sur la partie sécurité, en fait on stoppe les attaques avec le pare-feu. Du coup ça va pas plus loin. Mais les robots qui viennent en attaque sur un site, on peut aussi les faire tomber dans ce qu'on appelle un trou noir. Black hole en anglais. Donc littéralement un trou noir, c'est-à-dire que on les met dans une boîte et le robot va tourner, il ne sort pas de cette boîte. Il tourne en rond, quoi. Exactement, comme un poisson rouge dans son bocal. Ça pose problème parce que quand on le garde là-dessus, le fait que le robot tourne dans cette boîte-là, ça consomme quand même des ressources sur l'hébergement du site. Ah oui. Donc ça peut ralentir potentiellement si on a beaucoup de robots dans le bocal. Tu vois l'idée, hein ? Si je devais emmerder les concurrents de mes clients, j'enverrais les robots sur donc pas un site qui m'intéresse pas, mais plutôt un concurrent d'un de mes clients. Mais là c'est vicieux comme démarche. Parce que pour faire du négative SEO, on n'est pas obligé de pirater un site ou de faire des liens pourris vers ce site-là pour le faire descendre. On peut aussi beaucoup plus simplement le ralentir. Et du coup, en envoyant ces robots, qui sont quand même néfastes au départ, tu les envoies sur ce site-là, ils vont bouffer des ressources serveurs sur le site distant, et si un site est lent pour l'internaute, ça c'est une chose. L'internaute va trouver ça lent, il va peut-être pas aller jusqu'au bout de sa démarche, parce qu'à un moment donné, une page qui ne charge pas, c'est trop long. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi le robot de Google qui va trouver le site lent. Et un site qui est ralenti, et ralentir un site, quand on voit un robot pourrave toutes les 5 minutes, pendant des heures et des heures, le site n'est pas lent tout le temps, tu vois, tu l'envoies une fois, et toutes les 5 minutes, ça recommence. C'est-à-dire que pendant 4 minutes, il est rapide, mais pendant 1 minute, il retombe. Tu as des chances que quand le robot de Google se pointe, il tombe sur le moment où le site distant est lent, parce que tu lui envoies des robots pourraves systématiquement. Et le fait que le site soit ralenti, voire inutilisable, ça va le faire descendre dans les résultats de recherche. Et donc on a quand même l'aspect sécurité qui est aussi lié à l'aspect référencement. Ouais, les deux se combinent. Oui. Ok. Et mais alors, inversons le truc. Si par exemple, est-ce qu'il y a moyen de monitorer ou de voir si notre site justement d'un seul coup il consomme une énergie folle? Oui. Alors soit on a un pare-feu comme WordFence qui est installé, mais il faut bien le configurer. Et lui, il peut nous signaler, nous envoyer une notification pour nous dire c'est pas normal là. À chaque fois que, alors moi c'est au moins une fois par semaine, tous les sites que je gère se font attaquer. Et j'ai configuré WordFence pour qu'il m'envoie des attaques plus que la normale. C'est-à-dire qu'il m'envoie rien quand les attaques sont normales, et quand il y a des pics, là je suis alerté. Pour être sur le qui-vive au cas où. J'ai 3 pare-feux différents sur les sites internet que je protège. Et donc lui me notifie à ce niveau-là et il stoppe les attaques en bloquant l'adresse IP par exemple. Et lui monitore tout ce qui se passe sur le site. Donc là on le voit, alors le pays n'est pas pertinent parce qu'avec un VPN on peut masquer l'endroit d'où on vient et on peut le faire plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on peut masquer une première fois et se trouver en Ukraine, et puis on peut masquer une deuxième fois et partir au Brésil. Et là, c'est comme dans les films où on a la carte du monde et qu'on essaie de tracer il est en Russie, non, il est en Chine, non, il est là-bas. C'est impossible, c'est impossible à gérer. Donc le pays n'est pas pertinent. En revanche, on peut voir combien on en a eu
et combien se sont fait dégager du site. Ok. Donc ça c'est la première méthode, c'est la plus simple parce que WordFence fait des beaux tableaux qui sont lisibles par un humain. Sinon il faut aller voir un truc qui s'appelle les log serveurs, et là ça se trouve sur l'hébergement. Alors un log server, c'est un fichier texte qui est immonde à lire. C'est la matrice, quoi. C'est ça, Ouais. c'est des grandes lignes, et en fait en général on les ouvre pas directement. On les fait passer dans un truc qui permet d'exploiter les données des log serveurs et donc de voir quels robots sont passés sur le site à quel moment. Et ça inclut Google aussi. Et ça permet par exemple de savoir à quel moment le robot de Google est passé et quelle page il a indexé. Ça sert aussi pour le référencement naturel. Ok. Et c'est là où on voit les pics. Quand tu as un pic de visite en une nuit, tu as plus 20 000 ou plus 40 000 visites. C'est pas des humains. Surtout la nuit. C'est ça. Le truc débarque en pleine nuit, il y a un gros pic de visiteurs, l'hébergeur en peut plus, Ouais. parce qu'il n'est pas capable de gérer autant de visites en un coup. Clairement, c'est pas des humains, c'est pas le Black Friday, c'est autre chose. C'est probablement une attaque. Ok. Niveau sécurité, est-ce que tu vois d'autres choses, d'autres aspects qui peuvent jouer ou sur lesquels tu interviens? Je vais donner un autre tips. Il y a un pare-feu très basique, très léger, et il n'y a pas de réglage. Il faut juste activer l'extension sur WordPress, et j'aime beaucoup celui-là. En fait, il supprime toutes les attaques basiques. Ok. Et ce pare-feu-là s'appelle BBQ, donc BBQ Firewall. On va dans le back-office WordPress, ajouter une extension, on tape BBQ Firewall, on active, c'est terminé. Il y a une première couche de protection qui débarque. Ok. Donc ça, plus celle dont j'ai parlé tout à l'heure, WPS Hide Login pour masquer la page de login, C'est déjà une bonne base. on a une bonne base de protection. Plus le HTTPS évidemment, dont j'ai parlé, ça il faut l'avoir, le certificat SSL. Ça couvre pas mal. Ça protégera pas tout, clairement, Ouais. mais ça permet de prévenir beaucoup. Ok. Et sur les... Parce que ça c'est aussi un aspect, pas que sur le web, mais même pour son ordinateur, etc. Les mises à jour. Oui. On les fait pas? Comment ça se passe? Ça dépend. Ça dépend. Normalement, avant Alors je parle de mise à jour donc du CMS de comme WordPress, des extensions, du thème. Le thème étant la décoration du site c'est ça, le internet. thème. Et puis même, alors ça c'est peut-être un peu technique, mais même sur le serveur, Le langage serveur. le langage serveur aussi. Oui. Voilà, ces petits aspects. Voilà, alors, je parle de tout ça, au final, ça c'est quand on aime mettre les mains un peu dans le C'est cambouis, ça. qu'on s'intéresse au truc. Sinon, effectivement, Le- on demande à ceux qui savent pour le faire. Eh ben, suite à une mise à jour qui plante, il faut pouvoir revenir en arrière à l'aide d'une sauvegarde. Donc je conseille, les hébergeurs proposent une sauvegarde, Ok, mais je leur fais pas forcément confiance. J'aime bien avoir les miennes, hein. J'aime bien les sauvegardes d'informaticiens, c'est-à-dire 3 sauvegardes minimum dans 2 endroits différents, dont une à l'extérieur, c'est-à-dire pas à l'endroit où il y a le site. Ouais. Et ce que je proposais à mes clients il y a quelques temps, c'était qu'ils aillent sur le site, soit l'hébergement, la base de données ou des fichiers dans le site, et ils effacent ce qu'ils veulent. En fait, ils pètent leur site, ok, et ils m'appellent en me disant le site est pété, il faut que tu le remettes en place. ok. Challenge quoi. C'est ça. Et alors, c'est à double tranchant. Si le prestataire est bon, il sera en mesure de remettre le site. Si le prestataire est pas bon, vous avez pété votre site. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Faut, comment on pourrait tenter le truc? Ouais, c'est ça, c'est Donc, qu'il faut... il faut quand même un certain degré de confiance dans le prestataire pour ça, mais Ou alors, faut... Ouais. C'est chaud, faut le tenter, mais... il n'y a pas beaucoup de moyens parce que sinon c'est facile de dire oui, je vous fais des sauvegardes. Moi par exemple, je propose des sauvegardes à 30 jours en arrière. Une sauvegarde par jour complète pour les sites vitrines, et pour les sites marchands, la base de données est sauvegardée toutes les 4 heures. Ok, Parce que en cas de oui, ça restauration, évolue très souvent. c'est ça, la base de données change trop souvent, donc il faut la sauvegarder vraiment souvent, mais toujours avec 30 jours en arrière. En fait, je suis alerté quand mes sauvegardes plantent. Donc je sais qu'il faut la refaire, donc là je vais les refaire manuellement si elles plantent, parce qu'elles sont automatisées, hein. Je m'amuse pas à me connecter sur presque 70 sites pour dire sauvegarde. Mais il faut être sûr de son coup. Et la seule manière d'être sûr, alors du côté prestataire, c'est de faire des tests. Ouais. On fait une sauvegarde, on pète le truc, on essaie de remettre. Si ça marche,
ça marche. D'où l'importance d'avoir plusieurs sauvegardes, parce que parfois une sauvegarde est corrompue. Il suffit qu'une micro-coupure de quelque chose quelque part et on ne peut plus restaurer. Bah, ça, c'est mon gros problème, parce que je dois t'avouer qu'avec la vidéo, la quantité de fichiers est encore autre que sur le web, quoi. Oui. Et là, à part plein de disques durs, Oui, après il y a la sauvegarde dans le cloud, mais pareil, ça fait des quantités astronomiques et ça du coup, ça coûte cher. ça fait un bel abonnement, quoi. C'est ça. Alors sur les sites web, un site WordPress et une base de données, c'est pas si gros que ça. Normalement, oui. Donc ça se sauvegarde bien et en plus sur 30 jours, ça veut dire qu'on les a vraiment à la filée. Mais il n'y a pas d'autre moyen que de tester son prestataire. Bah, oui. Donc il faut le tester sur les points où c'est critique. Bon, après, un bon point, je pense, qui joue là, qui n'a rien à voir avec le web, c'est le bouche à oreille aussi. Oui. C'est-à-dire que, tiens Stéphane, tu travailles pour quel site? Ok, d'accord, bon, bah, je vais peut-être aller leur poser 2-3 questions pour savoir si ça tourne bien, quoi. Ah bah, j'ai aucun souci là-dessus. Il y a certains clients que j'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant. Bah, ouais. Donc, c'est... Et après, peut-être aussi, alors, ouais, c'est pas forcément facile de juger, mais de savoir si son prestataire se forme, se met à jour régulièrement, enfin, ce genre de choses, quoi. La veille, c'est hyper important, aussi bien pour la partie sécurité que le référencement naturel. Je parle même pas de la veille technique, WordPress, les thèmes, les extensions. Ça, c'est si tu fais des sites et que t'en fais pas, change de métier. Ouais, c'est ça. Mais je passe 1h à 1h30 par jour juste à faire de la lecture. Ouais. Et la plupart de la littérature que je trouve pertinente n'est pas écrite en français, c'est plutôt en anglais et ça vient directement de la Silicon Valley. Ouais, c'est ça. Là où les mises à jour se font, carrément, quoi. Ouais, et puis c'est quelque chose qui évolue vite et mine de rien, ça reste quelque chose de... Là, pour le coup, c'est une insécurité qu'on peut pas trop gérer. C'est comme tout passe par Google. Enfin, si d'un seul coup, il a envie de modifier son algorithme, si t'es pas proactif, si t'es pas un peu souple et que tu peux pas t'adapter rapidement, en fait, t'as tout qui tombe d'un coup, quoi. C'est ça. Je vais redonner quelques trucs sur la partie veille. Ouais. Alors évidemment, on peut aller sur les sites de manière individuelle. Moi, j'aime bien les newsletters. Ouais. Donc sur la partie référencement naturel, alors quand on débute, j'aime bien WP Marmite. Ouais. Je trouve que c'est assez... c'est didactique. C'est ça, c'est didactique, c'est vulgarisé, c'est simple. Donc Alex est plutôt très compétent sur cette partie-là, donc ça marche. Sur la partie référencement naturel, je vais en citer deux. SEO Mix à Rezé, donc Daniel Rock qui a écrit un bouquin sur WordPress, qui a sorti une extension de référencement naturel qui s'appelle SEO Key, donc concurrente directe de Yoast, et qui publie une newsletter aussi sur les petits trucs et astuces sur du référencement naturel. Et j'invite à aller voir en conférence, c'est génialissime. Ok. L'autre, c'est Abondance, Olivier Andrieux, donc, qui vient d'être repris par l'agence COSI à Nantes. Donc c'est très localisé, Rezé, Nantes. Très bien, on est dans le local. Moi, je travaille avec les gens du Pédré. Et parce qu'au départ, Abondance, c'est localisé en... Il est où? Je crois qu'il est dans l'Est. Je me souviens plus du nom de l'entreprise, du village, mais je sais qu'il est dans l'Est, Olivier Andrieux. Et Abondance, il y a une chaîne YouTube, mais également un bouquin qui doit faire 700 pages sur référencer son site internet. Je l'ai lu 4 fois. Enfin, j'ai lu 4 éditions du bouquin pour l'instant. Il sort tous les 2 ans, donc tous les 2 ans, je le rachète et je le relis pendant les vacances d'été. Leur newsletter est très bien. Et ils en ont une gratuite et une payante. Et j'ai les deux. La payante s'appelle Réacteur. Et puis ensuite, si on passe outre-Atlantique, on a une newsletter qui s'appelle SEO for Lunch. D'accord. Un truc à lire pendant qu'on mange, quoi. C'est ça. Elle est très courte, mais elle est bien foutue. Ah non, une en français, une dernière en français avant celle-ci. Didier San Paolo qui envoie une newsletter, mais très courte et ludique sur des tests qui ont été faits et les conclusions des textes et ce qu'il en pense. Et celle de Nick sur SEO for Lunch fait le même format, c'est-à-dire il fait la conclusion du test et il donne son avis sur ce qu'il pense du test, comment ça a été fait et est-ce que c'est valable ou pas selon lui. Alors c'est une opinion personnelle, mais le bonhomme est suffisamment compétent pour... Il a un peu d'expérience, quoi. C'est ça. Ensuite on part en Espagne, il y a Aleida Solis qui est une très grande référenceuse aussi mondiale du coup. Alors elle, la newsletter est en anglais. En revanche, elle est
Qu'est-ce qu'elle est longue. C'est un peu velu, quoi. Ah ouais, là, celle-là, elle est dure parce qu'il y a, en fait, elle donne, il y a un peu de liens sponsorisés pour des outils, il y a les offres d'emploi de référenceurs un peu partout dans le monde en télétravail, par exemple. Il y a les derniers trucs et astuces. Et puis, on va avoir, cette fois aux États-Unis, Search Engine Land, qui interroge régulièrement les Googlers, c'est-à-dire les employés de Google sur est-ce que le moteur fait ça, est-ce que le moteur fait ça. Alors on a une réponse à la Google officielle, c'est ni oui ni non, on ne sait pas trop. Il faut faire ses propres tests pour savoir. Et du coup, lui publie ses réponses suite à ces interrogations de Google. Ok. Donc globalement, ces newsletters-là donnent pas mal d'informations en soi. Et puis la chaîne YouTube Google Search. Tout simplement, à la source. La source directement. Sur la partie référencement. Okay. Sur la partie cybersécurité, c'est plus compliqué. On a parlé de Micode, qui démocratise aussi pas mal. Je trouve que là, c'est une super vulgarisation. Oui. Je trouve que même, pour le coup, sa chaîne qui s'appelle Underscore, c'est même, comment dire, c'est même ludique, c'est un peu marrant. C'est ça. Il donne des cas concrets, etc. C'est ça. En l'écoutant, on va pas se mettre à coder, c'est sûr, mais je trouve que pour appréhender ce monde-là, et je trouve que cet aspect-là de cybersécurité ou de tout ce qui a trait aujourd'hui au web, je pense qu'on a tous intérêt quand même un peu à s'informer sur ce sujet-là, parce que vraiment, ça fait partie intégrante de notre monde aujourd'hui. Et pour pas être complètement largué, ça peut être bien quand même, soit s'informer. Alors s'informer, ça signifie pas se former. Oui, c'est ça. C'est juste être sensibilisé, au moins essayer de comprendre les rouages de comment ça marche, mais sans savoir faire soi-même. Et à partir de là, en sachant comment ça fonctionne, on peut à peu près choisir aussi son prestataire. Exactement. Moi, c'est clairement ma démarche. Si je me suis un peu creusé la soupière sur WordPress ou ce genre de choses, c'est parce que je voulais... Et même si derrière, je fais pas de site, mais quand j'interviens avec un prestataire, il y a deux choses. C'est que je sais de quoi il me parle. On va pouvoir échanger plus vite et arriver à un résultat plus qualitatif et pertinent et rapidement. Et puis même pour mon prestataire, c'est, je pense, plus simple que de devoir constamment traduire et d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans ma tête, etc. Quoi. Je vais te raconter une dernière anecdote. C'est un client que j'ai depuis bientôt 10 ans. Il se faisait vendre des prestations de référencement naturel par une agence près de Nantes, qui n'existe plus aujourd'hui, et son site remontait pas. Donc il avait décidé de changer de crèmerie, et il m'avait contacté à l'époque où j'étais dans le magasin d'informatique. Et donc la première fois on avait rendez-vous, lui était un peu pressé parce qu'il doit faire... Voilà, un référencement naturel d'urgence. Pas d'urgence, mais c'est une boutique en ligne, et c'est 80% de son chiffre d'affaires, c'est la boutique. Donc si elle n'est pas bien placée, c'est embêtant. Et le premier rendez-vous, j'ai dû le décaler, donc ça l'a un petit peu embêté, il me l'a dit après parce qu'il était plutôt pressé. Et ensuite, au deuxième rendez-vous, alors il s'est trouvé que le rendez-vous a eu lieu la veille de mes premières vacances au magasin. Donc moi, je me suis pointé au magasin, j'avais complètement zappé le rendez-vous. Je suis venu en short basket et une bonne chemise hawaïenne, bleu flashy. Le cliché, quoi. Enfin, magnum, quoi. Tu vois, c'est ça. Et la moustache, quoi. C'est ça. Je me pointe au rendez-vous, déjà j'ai 20 minutes de retard. C'est mal engagé, là, déjà. Je crois que j'ai tout fait pour pas l'avoir comme client, mais sans le vouloir. Je le voulais, mais bon, les astres n'étaient pas alignés. Non, c'est de ma faute, je me suis pointé en retard. Et je me présente, bonjour Stéphane Piscors, je vois bien à sa tête que la tenue lui plaît pas. Voilà, ça crée une petite tension. Et lui, c'était comme il investissait beaucoup en Google Ads pour que son site soit placé pour avoir des ventes, parce qu'en naturel, ça marchait pas. Et c'est ça, j'ai fait un truc que j'ai jamais refait depuis, mais l'exercice était très sympa. J'ai pas regardé son site internet côté client, j'ai fait un clic droit et j'ai fait afficher code source, et j'ai regardé le code source en direct, et je lui dis ça va pas, là il n'y a pas de balise H1, là le menu ça marche pas, là cette colonne-là elle apparaît avant, juste en regardant un truc que personne ne regarde normalement quand on n'est pas développeur. Ouais, c'est ça. Et il m'a posé des questions, et en fait j'ai tapé juste au niveau du discours, parce que lui s'était renseigné avant,
Et bah, du coup, il est client chez moi depuis. Comme quoi, bon, le plus important, c'est pas la chemise hawaïenne, C'est ça. c'est quand même d'avoir des compétences derrière, quoi. Mais on parlait de Xefi Pornic tout à l'heure. Donc ce client-là, c'est Fixin, hein, dans la zone de la Blaftière aussi, qui vend de la Vicinox. Ok. Je suis très content parce que j'ai réussi à le placer pendant 3 jours premier sur la requête Vicinox en France. Ah oui, carrément, ok. Normalement, il est 6-7e. Mhm. J'ai réussi pendant ce laps de temps, mais en face, il joue contre Castorama, le Roi Merlin, Ah Amazon. ouais. Ah, c'est des rouleaux compresseurs, quoi. C'est ça. Fixin, dans son armée, il a un Stéphane. Tu vois, c'est pas pareil. Et l'histoire de la chemise hawaïenne a fait le tour et de temps en temps, Xefi me la demande, donc je me pointe en chemise hawaïenne et ça arrive que chez Fixin aussi on me la demande, donc je me pointe encore en chemise hawaïenne et ça s'est rentré dans la légende, si tu veux, de la zone de la Blaftière. Ah bah, si on refait une interview, moi je la veux, la chemise hawaïenne. Sans problème. Moi, j'ai pas osé. Ah oui, ça va être avec plaisir, il n'y a pas de problème. Faut voir, ah, peut-être que des fois il y a certaines couleurs qui seraient mal passées à l'écran, mais... Enfin voilà. Mais si tu la demandes, tu l'auras. Ok, je note. Ah bah, moi je pense qu'on travaillera ensemble et moi je veux une petite ligne dans le contrat, je veux la chemise hawaïenne lors des rendez-vous. Ça marche. Je te préparerai une pina colada. Je suis pas un grand fan de la noix de coco. Ah bon, d'accord, on passera sur autre chose, un petit rhum, quelque chose. Rhum parfait. Ouais, voilà, un petit rhum arrangé. Ou si t'as un Don Papa, c'est très très bien. Ok, je note pour plus tard. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci à Vraiment, toi. là, c'est comme tu nous as livré plein de trucs hyper intéressants. On navigue entre du très actionnable et des fois du un peu technique. Oui. Mais justement, je pense que ça va permettre à tout le monde de se rendre compte où ils en sont, où ils se situent par rapport à ça. Est-ce qu'ils peuvent déjà faire des choses à leur niveau dans leur entreprise pour cleaner un peu les choses. Oui. Et puis sinon, faire appel aux personnes qui savent faire, comme toi par exemple. Donc si on souhaite te trouver, te contacter, on tape normalement Perspective Marketing. C'est ça. Alors comme tu l'as dit, on tape directement ton nom, donc normalement on devrait te trouver sans trop de problèmes. C'est ça. Voilà. Sinon, agence de communication Pornic, ça marche aussi. Normalement ça devrait bien marcher. Création de site internet Pornic, on me trouve aussi. Ah, ok. Stéphane Piscors. Aussi, ça marche tout aussi. simplement. Et la meilleure façon de te contacter, mail, téléphone? Alors, formulaire de contact. Email, ce sera contact@perspective.marketing. Il n'y a pas trop de secret là-dessus. Ouais. Et puis, mon téléphone est sur le site internet également. Ok, d'accord. Est-ce que, peut-être, si quelqu'un souhaite travailler avec toi, donc te contacter, etc., est-ce que toi, tu as des marottes ou des domaines que tu affectionnes plus que d'autres ou des types de sites éventuellement? Alors que du WordPress. Ouais, si un site n'est pas sur WordPress, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose dessus. Il faut savoir un truc, je diagnostique gratuitement. Ok, cool. Ou plutôt, c'est offert. Ouais, tu fais un audit offert. Alors c'est pas un audit. Ah, ok. C'est un diagnostic. D'accord. Un diagnostic va faire 10-15 pages, un audit plutôt 60. Ok, d'accord. C'est pas tout à fait le même délire. Ok, tu fais un premier check-up, en fait, des choses les plus évidentes. Le diagnostic, je demande pas d'accès au back-office du site, c'est qu'avec des outils que je vais regarder ce qui se passe en externe, comment Google voit le site, est-ce qu'il est sécurisé, est-ce qu'on trouve la porte d'entrée, enfin ce dont on a parlé. Son niveau de référencement, il est placé sur quel mot-clé. Et je vais également voir les extensions qui sont installées et potentiellement quelques réglages à refaire. Donc ce truc-là, cette vérif-là est offerte. Il suffit de venir sur le site, il y a une pop-up qui débarque auditée. C'est bien fait normalement. Ouais, j'aime pas la pop-up parce que je trouve ça agressif. Donc ça risque de se transformer en page à un moment donné. Ok. Mais en tout cas, le diagnostic est offert. Et puis ensuite, à partir de là, en fait, ça donne une première feuille de route et on peut commencer à travailler ensemble s'il y a besoin. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Ça, c'est quand un site est existant. Quand il n'est pas existant, un nom de domaine, un hébergement, on pose le site. Si c'est pas trop compliqué, je le crée moi-même. S'il y a un peu plus de graphisme, ce sera avec un infographiste qui va me faire les planches. Okay. Mais dans l'idée, on fait raccord au niveau du design. Enfin, les couleurs du site se rapprochent des couleurs du logo. Si le logo est bleu et rouge et que le site il est vert et orange, il y a un problème quelque part. Mais ouais, il y a des basiques niveau graphisme qui sont quand même à respecter, oui, j'imagine. En général, je mets pas trop d'effets. C'est un truc que j'aime bien. C'est une animation ou un effet par écran.
Oui, par exemple, quand on scrolle un coup, ça fait un écran de C'est plus, ça. c'est ça. C'est ça. On arrive en premier, donc on a la taille de l'écran, il y aura un effet. Et quand on descend et que on Ouais, il y aura arrive un sur une autre deuxième effet. section, il y aura un autre Voilà, effet. par exemple, un déplacement, C'est ça. on descend, une apparition, C'est ça, on ou deux descend. trucs qui viennent se coller, ou ce genre de choses. Non, mais même, enfin, je crois que Parce que même quand pour on arrive sur un site et qu'on a bloc, Surtout qu'en plus, il faut si le réfléchir mec est à... épileptique, on l'a perdu. Hein. Ah oui, surtout qu'en plus, il faut réfléchir dans tout ce qu'on affiche à qu'est-ce qui est le plus important et C'est ça. pertinent. Donc, on va mettre peut-être l'animation sur le mot le plus fort ou ce genre de choses. Et si ça... Ou les bouge, boutons. Ouais. Les boutons contactez-nous qui sont importants, donc on veut tendre vers la conversion, donc il faut que le truc soit un petit peu dynamique à ce niveau-là. Google marche à peu près pareil, hein, il considère que le contenu le plus important se trouve dans le haut des pages. Ce qui paraît logique Ça quelque paraît part. logique effectivement, mais parfois il faut lire longtemps avant d'avoir la réponse ou en tout cas le truc qu'on cherche qui C'est se ça. trouve en bas. Un dernier tips. Ah ouais, allez. Il faut. J'invite les gens qui ont un site internet à masquer leur logo, enfin le diaporama, l'image qu'ils ont, pour ne faire apparaître que le menu de navigation. Donc on Ok. se débrouille, on pose une feuille blanche là, une autre au-dessus, pour n'avoir que le menu. Dans le menu de navigation, il faut qu'on sache à peu près chez qui on est et ce qu'on fait. Ok. C'est-à-dire que le pire menu de navigation possible, c'est accueil, notre entreprise, nos services, nos produits, contact. Et là, on ne sait rien. Ok. Donc là, je réfléchis. Et là, je pense à mon client pour, voilà, a priori, son menu. C'est plutôt cohérent parce qu'on a colonie de vacances, classe découverte. Donc on sait ce que ça On propose. sait ça. Peut-être qu'on n'aura pas le nom qui sera dans le menu, mais Bah, généralement, enfin en tout cas, il y a le nom logo qui est. et normalement on Qui masque apparaît. le logo. Ah pour ok, ce on masque test-là. Ok, d'accord. Mais dans l'idée, c'est ça. Le menu chez Perspective Marketing, c'est accueil, création de site, référencement naturel, sécurité maintenance, l'agence et contact. Ok. Et donc, Ouais, donc là, c'est clair, quoi. on sait qu'on est dans une agence, on voit les 3 services qu'elle propose et contact, et global, on n'a pas le nom, mais à la limite, on a l'activité. Donc, Ok. il faut que le menu de navigation soit intuitif à ce point. Alors, ça paraît une évidence, mais parfois, il faut réfléchir pour le construire. Bah oui, parce que des fois, le service, enfin, faut pas que le menu fasse 15 km. Non. Pour le résumer, des fois, c'est un peu compliqué. Oui, Donc, c'est il faut ça. trouver les bons mots. Il faut trouver les bons mots, et en ayant un menu où on a les bons mots, et ben, l'internaute n'est pas du tout freiné dans sa navigation. Bien sûr, oui. Et du coup, c'est pas un frein à la conversion. Exactement. Tout à fait. Donc voilà un dernier tip. Merci beaucoup pour ce dernier tip. Merci Stéphane. Bon, eh ben, merci si vous avez été jusqu'au bout de l'émission, vous êtes courageux, parce que effectivement, c'était plein de bonnes choses, mais des fois, quand c'est un peu long, il faut tenir, etc. C'est ça. En tout cas, merci d'être arrivé jusqu'au bout de l'émission. Si vous avez envie de contacter Stéphane, donc directement Perspective Marketing, où il y a le formulaire de contact sur son site. Idem pour moi. Alors, le site ne devrait pas tarder, on va en parler. Et si vous-même, vous avez déjà un site et que vous voulez faire un petit diagnostic, allez voir Stéphane. Si vous avez envie d'enrichir votre site avec des belles images, alors pas pour le référencement, mais pour l'humain, et ben, écoutez, je suis là. Si vous voulez mettre en avant votre savoir-faire, ce que vous vendez, etc., pareil, Peps Media, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, il y a d'autres vidéos qui arriveront progressivement. Et puis ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci encore Stéphane. Merci.